Au début des années 2000, l'armée américaine a reconnu un petit problème. Ces chars étaient bien trop lourds pour se déplacer rapidement, tandis que ces Humvee étaient trop légers pour résister à un véritable combat. La solution? Assez évident. Ils allaient entendre créer un modèle intermédiaire. C'est là que le Stryker, sujet de la vidéo d'aujourd'hui, intervient. Le Stryker n'était pas qu'un nouveau véhicule, il symbolise une approche révolutionnaire de la mobilité, de la protection et de la guerre numérique pour l'armée. Construit rapidement, déployé dans la controverse et envoyé aussitôt au combat, il incarnait un pari audacieux en misant sur des technologies du marché. À une époque d'insurrection et de menaces d'engins explosifs improvisés, et pourtant le pari a porté ses fruits. En 20 ans, le champ de bataille a évolué avec des innovations comme le blindage en treillis, les coques en V, les canons de 30 mm et les faisceaux laser. Aujourd'hui, le Stryker ne fait pas que survivre, il évolue pour devenir une machine encore plus étrange et plus létale. Comment cette solution intérimaire, pensée comme un simple maillon, est-elle devenue essentielle à la guerre mécanisée moderne? Et quel est l'avenir du poids moyen blindé américain? Eh bien, découvrons-le, d'accord? Revenons à la vidéo d'aujourd'hui. Origines et développement. À la fin des années 1990, l'armée américaine faisait face à un problème de boucle d'or. D'un côté, les blindés lourds, comme l'Abrams et le Bradley, étaient extrêmement puissants, mais ils étaient redéployés à un rythme absolument glacial. À l'inverse, les Humvee, plus légers, arrivaient vite sur place, mais cédaient souvent sous un feu nourri. En 1999, la campagne du Kosovo a clairement montré ce dilemme. Lors de cette opération, les forces militaires américaines de KFOR, la mission de l'OTAN pour aider les Kosovars, ont empêché une offensive majeure contre le gouvernement central yougoslave. Après une campagne de bombardement réussie, ils ont ensuite pris un rôle de maintien de la paix. En jetant un œil par-dessus la clôture en attendant le feu vert, ils ont vu un grave conflit avec chars et artillerie moderne, une bataille prévue surtout sur une immense montagne à cause de la topographie du Kosovo. En d'autres termes, c'était exactement le type de conflit où leurs équipements lourds auraient été les plus lents et leurs équipements légers les plus vulnérables. Pas bon. Arrive alors le général Eric Shinseki, chef d'état-major de l'armée, qui a reconnu le problème et ne comptait pas tolérer ce genre de conneries. Il a présenté une vision, une unité de poids moyen, déployable par air, basée sur la nouvelle plateforme véhicule blindé intérimaire. L'objectif était d'équiper une brigade pour qu'elle soit opérationnelle partout en moins de 96 heures et inflige de lourds dégâts dès son arrivée. Pour y parvenir, le nouveau véhicule devait combiner la mobilité de l'infanterie légère avec une puissance de feu et un blindage suffisant pour tenir tête à l'ennemi. Face à un besoin urgent et à une lacune stratégique majeure aux États-Unis, il fallait agir vite en optant pour une solution déjà disponible sur le marché. Heureusement, il y avait alors de nombreuses options adaptées. En 2000, deux favoris se distinguaient. Le véhicule blindé léger, 3 de General Dynamics Canada et le M113 amélioré de United Defense. Comme les images que vous avez vues du Stryker jusqu'à présent le montrent assez clairement, General Dynamics a remporté la victoire. Après cela, une controverse a éclaté. United Defense a protesté, affirmant que leur option à chenille était moins chère. Le Bureau de la responsabilité gouvernementale des États-Unis a enquêté, mais a approuvé la décision de l'armée, soulignant que le véhicule blindé léger 3 était plus rapide, moderne et évolutif. Après résolution du problème, General Dynamics a obtenu en novembre 2001 contrat de 8 milliards de dollars pour livrer plus de 2100 véhicules. À ce moment, pour donner une identité américaine à leur nouveau véhicule, l'armée l'a nommé Stryker, en hommage à 2 récipiendaires de la médaille d'honneur portant ce nom. STRIKER, au cas où vous écoutez. Pour ces 8 milliards de dollars, chaque brigade de combat Stryker, Stryker Brigade Combat Team, nom officiel donné à la vision de Shinseki, devait recevoir environ 300 véhicules répartis en 10 versions adaptées à chaque mission. Cela incluait des véhicules d'infanterie, reconnaissance, mortiers, médicaux, antichars, de commandement et des canons mobiles de 105 mm. Les véhicules pouvaient sortir d'un C-130 prêt au combat, doté de réseaux numériques et de communications satellites. Et puis là, les sceptiques sont apparus. Les passionnés de chars ont raillé l'idée qu'un taxi de combat à 8 roues survive en combat, tandis que d'autres ont noté que le déploiement par C-130 restait théorique. Ils ont répondu avec condescendance. Glitch vend les chances au tas, enlever le blindage, alléger la charge, et peut-être que ça rentrerait.
L'armée a poursuivi ses efforts et dès 2002, les Strykers étaient produits et mis en service. La première, Stryker Brigade. Combat Team, la 3e brigade de la 2e division d'infanterie a été déclarée prête au combat en 2300. Et le timing n'aurait pas pu être meilleur, car 2003 était justement l'année où les États-Unis et plusieurs alliés ont envahi l'Irak. Là-bas, le véhicule intérimaire allait bientôt affronter de vrais ennemis, engins explosifs improvisés et doutes. Conception et spécification. D'accord, avant de nous plonger dans la discussion sur les performances au combat du Stryker, il vaut la peine de comprendre d'abord ce qu'est réellement un Stryker. Nous allons donc le faire maintenant. Vous êtes déjà venu ici, n'est-ce pas ? À première vue, ce n'était qu'une grande boîte blindée sur roues. Ce n'est certainement pas aussi intimidant qu'un char, mais ils sont bien plus redoutables qu'un Humvee. En combat, ils pèsent entre 18 et 19 tonnes, juste sous la limite de 19 tonnes imposée par l'États-Unis Air Force pour le C-130. Ils mesurent 6,95 mètres de long et 2,72 mètres de large. Le moteur diesel Catabola de 350 chevaux permet d'atteindre 100 km/h sur route et 80 km/h en tout terrain. Pour un véhicule blindé, c'est plutôt rapide. Et cette vitesse est essentielle car la mobilité peut être une forme de protection en soi. C'est aussi un vrai coureur de fond hors route grâce à sa transmission 8x8, sa transmission intégrale sélectionnable, son système de gonflage centralisé et ses pneus anti-crevaison. Franchement, ça semble très amusant. 80 km/h en tout terrain, j'accepte. L'intérieur est très exigu. La configuration standard accueille 2 membres d'équipage et jusqu'à 9 fantassins. Les soldats montent par la rampe arrière motorisée et s'installent sur des bancs avec ceinture. Il fait sombre, c'est exigu, ça vibre, mais c'est beaucoup plus sûr qu'un simple camion. La coque en acier haute dureté est conçue pour résister aux balles de 7,62 mm et aux éclats d'obus. Il possède aussi un blindage composite en céramique boulonné, conçu avec ingénieur bureau d'Eisenroth Allemagne, qui renforce sa résistance aux projectiles soviétiques de calibre 57. Il va donc de soi qu'il est important de le répéter, pour être parfaitement clair, ce véhicule n'est pas conçu pour encaisser de lourds impacts. Les obus de char et les lance-roquettes anti-char par exemple, vont pénétrer directement ce véhicule. Dès 2004, cette vulnérabilité a poussé l'armée à doter ses Strykers de blindage en treillis, des grilles destinées à faire exploser les lance-roquettes anti-char prématurément. Bien qu'elles manquaient d'esthétique, elles étaient vraiment très efficaces et ont sûrement sauvé de nombreuses vies. La menace des engins explosifs improvisés en Afghanistan a mené au développement de la double coque en V. Lancée en 2011, la double coque en V a conçu le dessous du véhicule comme un blindé anti-mine, détournant la force des explosions de l'équipage. Les données de l'armée ont montré que cette conception réduisait fortement les pertes causées par les bombes artisanales, permettant souvent aux équipages de survivre à des impacts normalement mortels. La plupart des Strykers disposent d'une station d'armes télécommandée, Protector M151, Remote Weapon Station, équipée d'une mitrailleuse M250 calibre 50 ou d'un lance-grenade automatique MK, 19 de 40 mm. La Remote Weapon Station, contrôlée via écran et joystick, permet aux tireurs de rester protégés sous blindage, à l'abri des snipers. Chaque arme permet une suppression jusqu'à 2 km, et la Remote Weapon Station peut aussi recevoir une mitrailleuse de 7,62 mm en bonus. C'est un compliment modeste, certes, et ce n'est certainement pas le canon automatique de 25 mm du Bradley, un fait que beaucoup se sont empressés de souligner lorsque le Stryker est apparu pour la première fois. Au départ, la réponse de l'armée à ces plaintes était « Mec, ce n'est pas un chasseur de chars. Détends-toi ». Avec le temps, ils ont assoupli leur position. Récemment, de nombreux systèmes Remote Weapon Station ont été modernisés avec les lance-missiles Javelin de la station d'armes télécommandée Waveritt Stryker. Ils l'ont abrégé en Cross-G. Ce système intègre des lanceurs Javelin au Stryker, lui permettant de détruire des chars à 2,5 km, une avancée majeure pour un véhicule auparavant dépourvu de réelle puissance contre les blindés. Le Stryker se distingue surtout par ses systèmes électroniques, ayant été conçus dès le début comme un nœud numérique. Les premiers modèles disposaient du Global Positioning System, du système Force 21 Battle Command, Brigade and Below et de radios avancées, offrant aux équipages des cartes en temps réel, une excellente vision du champ de bataille et des communications instantanées avec le quartier général et les véhicules proches. Avec le temps, ces systèmes ne cessèrent de s'améliorer, les Strykers modernes se vantant désormais d'un réseau embarqué appelé le In-Vehicle Network. En résumé, cela fait d'un Stryker un nœud Wi-Fi qui partage les flux d'informations entre plateformes en temps réel.
Cette capacité permet de réagir vite aux menaces et d'éviter les tirs amis, ce qui est précieux en combat rapproché et chaotique. De l'armure en céramique aux réseaux numériques et lanceurs Javelin, le Striker a largement dépassé son rôle initial de solution provisoire. Il n'est pas invincible. Un missile anti-char lourd ou un gros engin explosif improvisé peut toujours le détruire. Mais pour une plateforme à roues, il allie mobilité, survivabilité et intelligence. Rapide, robuste et audacieux, le Striker maintient son équipage en avance et remplit sa mission. Ou du moins, il semble. Bref. Performance au combat, Irak et Afghanistan. Cela nous ramène là où nous nous sommes arrêtés il y a quelques minutes. Aucun équipement militaire ne peut être véritablement évalué tant qu'il n'a pas été détruit, pris pour cible et généralement malmené sur le terrain. Rappelez-vous, le Striker a été vite envoyé en Irak après son introduction. Voyons comment il s'en est sorti, d'accord ? Les premières Strikers sont arrivées en octobre 2003, seulement quelques mois après. Leur déploiement initial est seulement 7 mois après le début de l'invasion. Cependant, les premières impressions étaient très positives. Les Strikers, rapides et silencieux, permettaient aux unités de frapper puis de se repositionner avant la réaction des insurgés. Lors des patrouilles urbaines, la taille relativement compacte du véhicule par rapport à un Bradley massif et son agilité permettaient aux unités de naviguer dans des rues et des ruelles étroites où les véhicules de combat d'infanterie classiques avaient du mal. La tourelle télécommandée s'est montrée efficace en combats urbains, permettant aux tireurs de viser toits et fenêtres tout en restant protégés à l'intérieur. Cependant, à l'époque, l'Irak était aussi le pays des engins explosifs improvisés, et c'est à cause d'eux que le bilan du Striker devient un peu moins reluisant. D'un côté, la vitesse et la mobilité du véhicule permettaient parfois aux convois de Striker de littéralement dépasser la zone d'explosion, car les insurgés pouvaient quand même déclencher leurs engins explosifs improvisés trop tard, ratant complètement les véhicules. A l'inverse, lors d'une explosion sous un Striker, le plancher plat était peu efficace. Un engin explosif improvisé a renversé un Striker, tuant les soldats d'abord. La survie globale de ce nouveau véhicule était impressionnante. Entre décembre 2003 et octobre 2004, les unités 56 attaquent d'engins explosifs improvisés, sans aucune perte parmi les équipages. Bien que les véhicules aient souvent été endommagés ou même complètement détruits, les compartiments d'équipage restaient généralement suffisamment intacts pour sauver ceux qui se trouvaient à l'intérieur. Il est notable que l'armée a rapidement déployé des solutions provisoires, plaques de blindage sous le ventre, sièges en mousse pour amortir les explosions, et comme déjà mentionné, une refonte de la coque en W. D'autres problèmes sont survenus, notamment l'autonomie et le poids au début pour les troupes. Les premiers Strikers, chargés d'accessoires supplémentaires, sont devenus plus lourds que prévu, ce qui a mis à rude épreuve le moteur et la suspension. La chaleur irakienne accélérant l'usure, garder 8 d'entre eux en marche était loin d'être simple. Des Sarrayes et Strikers sont aussi parfois restés bloqués dans la boue ou le sable. Bien sûr, il avait tous ces équipements sophistiqués pour le tout-terrain, mais avec des rousses touchant le sol au lieu de chenilles, il rencontrait inévitablement ses limites de temps en temps. Les combats en Afghanistan posaient des défis très différents. Les premiers Strikers sont arrivés en 2009 avec le 1er bataillon d'X7e régiment d'infanterie, mais leur expérience a été mitigée et parfois très difficile. Le Striker offrait plus de mobilité et de protection que les Humvee, mais restait vulnérable, ce que les talibans ont vite exploité. Lors des opérations Buffalo Stampede et Opportunity Hold, les unités Striker ont essuyé de fréquentes attaques dévastatrices d'engins explosifs improvisés. Ces véhicules ont résisté en Irak, mais la sophistication des engins explosifs improvisés en Afghanistan a été bien plus difficile à gérer. Dans la zone fortement végétalisée d'Arghandab ou zone verte, les insurgés dissimulaient efficacement des engins explosifs improvisés commandés par fil le long de sentiers étroits et de ponceaux. Dans de nombreux cas, les véhicules Striker étaient à plusieurs reprises mis hors service et détruits, perdant souvent leurs 8 pneus lors d'une seule explosion. Un incident catastrophique s'est produit lorsqu'un engin explosif improvisé a retourné et incendié un Striker, transportant le capitaine Halis et 3 autres personnes, entraînant la mort instantanée de tous les occupants. Cette tragédie a brisé l'illusion que les Strikers protégeaient presque totalement des mines, malgré leur modernisation partielle, et a forcé les commandants à revoir leur tactique. Le bataillon s'est adapté en optimisant le déminage des engins explosifs improvisés et en obtenant des véhicules canadiens pour gérer les pertes de Strikers. Cependant, il restait toujours vulnérable et constituait un atout qui devait être déployé avec beaucoup de précautions. Le Striker à fond plat devait être amélioré pour résister aux gros engins explosifs improvisés en Afghanistan, ce qui a été fait. Ce sont des expériences comme celle du 1er bataillon qui ont motivé
le déploiement de la coque à W en 2011. L'arrivée des Strykers à coque W hull a marqué une nette différence. Les soldats ont constaté qu'un Stryker à coque W hull touché par une bombe était parfois projeté ou endommagé, mais le compartiment des troupes restait intact, causant peu ou pas de pertes, contrairement à avant où c'était catastrophique. Les déclarations de l'armée ont ensuite confirmé cela en citant « L'expérience du combat en Afghanistan a montré que les Strykers à double coque en V réduisaient considérablement les pertes et la gravité des blessures. » Les soldats survivaient souvent aux attaques d'engins explosifs improvisés sur les véhicules à double coque en V. Fin de citation. Et c'est à peu près le meilleur éloge qu'une modification de conception puisse recevoir de la part de l'armée. Suite à ce succès, ils ont vite converti toute la brigade à la configuration W hull, dès le milieu des années 2010. La plupart des unités Stryker actives avaient les nouvelles coques, et les brigades de la garde nationale ont commencé à les recevoir dès les années 2020. Outre les engins explosifs improvisés, les Strykers ont aussi subi des embuscades de lance-roquettes, anti-chars et d'armes légères dans les deux théâtres. Le treillis blindé évoqué plus tôt a souvent protégé contre les lance-roquettes anti-chars 7. De nombreux rapports post-action ont mentionné qu'un lance-roquette anti-char frappait la cage, explosait, et que le Stryker continuait sa route avec seulement des dégâts superficiels, à part une cage tordue. Malgré ces avantages vitaux, les troupes entretenaient une relation amoureuse avec ces cages. Ils les aimaient en face parce qu'elles sauvaient la vie des soldats. Mais ils détestaient le fait que les cages ajoutaient presque 1 mètre à la largeur du véhicule, ce qui en faisait un vrai casse-tête pour se faufiler dans des rues étroites ou manœuvrer entre des obstacles. Certaines équipes ont improvisé en retirant ou en créant des parties pliables. Finalement, l'armée a acquis des kits de blindage réactif explosif, ou ERA, pour les Strykers, en achetant 289 en 2005. Ces kits permettèrent de fixer de petites tuiles explosives sur le Stryker pour neutraliser les lance-roquettes anti-chars sans la lourde cage. Cependant, le RA sur un véhicule blindé léger pose surtout un problème de poids. Pour cette raison, le blindage en treillis est resté plus courant en Irak, mais au moment où les opérations se sont déplacées vers l'Afghanistan, la menace s'était considérablement orientée vers les engins explosifs improvisés et les tirs à longue distance, donc l'accent a été mis sur la protection du dessous du véhicule, comme nous l'avons déjà évoqué. Pendant les fusillades, c'était des jours heureux. Les Strykers ont parfaitement joué leur rôle, transportant l'infanterie au combat et la soutenant par des tirs de mitrailleuses lourdes. Ce ne sont pas des véhicules de combat d'infanterie conçus pour foncer seuls en avant. La doctrine des Strykers privilégiait le débarquement de l'infanterie pour combattre, les véhicules servant de base de feu et de manœuvre. Des utilisations ingénieuses ne sont apparues. Les Strykers sécurisèrent l'extérieur avec leurs armes et caméras thermiques, pendant que les troupes fouillaient les bâtiments. Leur mobilité favorisait un repositionnement rapide pour bloquer les fuites ennemies. Certains Strykers utilisaient des haut-parleurs pour des opérations psychologiques, diffusant avertissements ou, une fois, du Metallica à plein volume pour les insurgés. Le Stryker, plus compact et silencieux qu'un Bradley ou un char, était aussi plus discret lors des opérations nocturnes. À Massol, les insurgés n'ont pas vu qu'une colonne de Strykers était dans la rue avant le tir de fusées éclairantes. Il était alors trop tard. Concernant la maintenance, le combat a apporté des leçons précieuses. La suspension à 8 roues du Stryker a souffert sur des routes en terre défoncées par des engins explosifs improvisés, obligeant à remplacer fréquemment roues et essieux sur place. Par conséquent, l'armée a rapidement appris à stocker un nombre important de pneus de rechange et de pièces détachées. Les systèmes du véhicule, comme l'hydraulique et l'électronique, ont été fiables avec une disponibilité de 96% lors du premier déploiement en Irak, un chiffre élevé. Comme tout nouveau système, le Stryker a aussi connu des problèmes de jeunesse. Au début, par exemple, il y avait des bugs logiciels dans les communications et des dysfonctionnements occasionnels dans la tourelle télécommandée. Les équipages se sont vite adaptés et ont développé un réel attachement pour leur Stryker. Nombreux sont ceux qui ont affirmé que le véhicule leur avait sauvé la vie plusieurs fois. À la fin des années 2010, les Strykers avaient participé à des milliers d'engagements de combat et en étaient ressortis avec un bilan nuancé. Il offrait une excellente mobilité sur route et hors route, même dans les terrains difficiles, avec une protection correcte pour sa catégorie après amélioration, et une puissance de feu suffisante pour des combats de faible à moyenne intensité, mais restait vulnérable face à des menaces plus lourdes. Même en tenant compte de cela, il ne fait aucun doute que le Stryker s'était transformé, passant du statut d'expérience intérimaire que beaucoup avaient rejeté à celui de bête de somme éprouvée et parfaitement compétente. En effet, bien que son temps en Irak et en Afghanistan soit désormais derrière nous, il est notable que les critiques provenant de sources autorisées, comme le personnel militaire, les analystes et autres, sont aujourd'hui beaucoup moins fréquentes qu'il y a 20 ans.
La famille Stryker. L'une des idées les plus ingénieuses du programme Stryker fut de créer une famille de véhicules sur un châssis commun plutôt qu'un seul modèle. Le résultat, une flotte modulaire avec moteur, suspension et maniabilité partagée, simplifiant logistique, maintenance et formation à tous les niveaux. 10 variantes de corps ont été déployées, la principale étant le véhicule de transport de troupes M11-26. Conçu comme taxi de combat pour une escouade de 9 soldats et 2 membres d'équipage, il dispose d'une tourelle télécommandée accueillant une mitrailleuse M2.50, un lance-grenade MK-19 ou une mitrailleuse secondaire M240. Il assure une protection et une intégration numérique supérieures aux Sombis remplacés et propose désormais l'option missile Javelin via la mise à niveau Cross-J, lui donnant une capacité anti-char inattendue. Le véhicule de reconnaissance M1127 sacrifie l'espace pour les troupes afin d'ajouter plus de capteurs et un meilleur équipement de communication. Sa caractéristique principale est le système de surveillance Long Range Advanced Scout, 3 montées sur le masque doté d'une imagerie thermique, d'optique à zoom et d'un télémètre laser. Cette configuration permet aux éclaireurs d'observer et désigner des cibles à 10 km tout en gardant la tourelle d'armes du M1126. Le véritable rôle du reconnaissance véhicule est la collecte d'informations, agissant comme observateur avancé et centre de renseignement pour la brigade. Le système d'artillerie mobile M1128 dispose d'un canon de char de 105 mm pour l'appui-feu direct. Bien qu'il puisse théoriquement détruire des bunkers et percer des défenses, il souffrait de problèmes de recul, d'un autochargeur défectueux et d'une faible survivabilité car il n'a jamais reçu la mise à niveau de la coque en W. En conséquence, ce véhicule s'est révélé être un véritable échec, et seulement 142 exemplaires ont été produits avant que l'armée ne le retire officiellement du service en 2022. En revanche, le véhicule porteur de mortier M1129 a été bien plus réussi. Il offre un appui-feu indirect avec un mortier de 120 mm sur plateforme tournante dans la coque et un mortier démontable de 81 ou 60 mm, Fombécha, Deshi Kforsikcha. Son système de contrôle de tir informatisé permet aux équipages de soutenir rapidement l'infanterie par des tirs à forte inclinaison. Ces véhicules étaient particulièrement précieux dans les environnements montagneux de l'Afghanistan, où l'artillerie conventionnelle était tout simplement moins accessible. Le véhicule de commandement M1130, utilisé comme quartier général mobile, dispose de systèmes avancés de communication et de contrôle, dont satellites et liaisons sécurisées. Les officiers coordonnent les opérations de la brigade et du bataillon directement sur le terrain. Vu de l'extérieur, le véhicule se distingue aisément par ses nombreuses antennes. Bien que doté d'une tourelle avec mitrailleuse .50 ou M240, son armement sert uniquement à l'autodéfense, sa mission principale étant la coordination sur le champ de bataille. Le véhicule d'appui-feu M1131 dispose de télémètres laser, désignateurs de cibles et matériel d'observation pour guider l'artillerie et l'appui aérien. Utilisé par des observateurs avancés, le véhicule opère avec mortier et obusier pour des frappes précises. Équipé d'une mitrailleuse calibre 50 ou d'un lance-grenade MK-19 comme le M1130, ces armes servent uniquement à l'autodéfense. L'utilisation de ces armes montre qu'il y a eu un problème. Sa véritable puissance réside dans le fait de permettre aux autres unités de tirer avec une plus grande précision. Le véhicule d'escouade du génie M1132 est très pratique, menant la charge à travers les champs de mines et les routes semées d'obstacles. Doté de charrues à mine, de rouleaux et capable de tracter des remorques ou une charge de déminage linéaire M58, il ouvre et marque des couloirs sûrs pour la formation. Il transporte une escouade complète du génie de combat ainsi que des outils de franchissement, des charges de démolition et du matériel de marquage. En raison de son rôle à haut risque, il a été l'une des premières variantes à recevoir un blindage renforcé et la coque en W. Ensuite, il y a le M1133 véhicule d'évacuation médicale qui transforme le Stryker en ambulance blindée. Il transporte 6 blessés sur civière, une équipe médicale et du matériel de survie. Employé quand les hélicoptères sont cloués au sol, il va en zone dangereuse récupérer les blessés. Son seul armement est une grande croix rouge apposée sur le côté. La Convention de Genève, tout ça. Le véhicule de missile anti-char M1134 possède une grande puissance de feu grâce à un lanceur tube-launched optically tracked, wire-guided, 2 montées sur piédestal avec rechargement interne et stockage des munitions. Ce lanceur fournit une puissance anti-char longue portée, neutralisant des chars fortifiés jusqu'à 4 km. Idéalement utilisé depuis des positions d'embuscade ou à distance, le véhicule fournit une surveillance essentielle contre les menaces blindées. Enfin, le M1135 sert à détecter les agents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires.
Il possède des capteurs de radiation, des préleveurs chimiques, des collecteurs d'air et une filtration en surpression pour protéger l'équipage. Ce véhicule succède à l'ancien M93 Fox et offre de meilleures capacités grâce à un système de rapport numérique en temps réel, facilitant l'identification et le marquage des zones contaminées. En fin de compte, la véritable force du Stryker ne réside pas dans ce que chaque véhicule fait individuellement, mais dans ce qu'ils accomplissent ensemble. Le M1127 repère les cibles, les M1131 guident les frappes, les M1129 apportent l'appui-feu, les M1132 franchissent les obstacles, les M1126 déploient l'infanterie et le M1130 coordonne la communication. C'est la guerre interarmes, rationalisée et condensée en une seule famille de plateformes qui se ressemblent presque toutes, mais qui remplissent des rôles radicalement différents. Il convient également de noter que les États-Unis n'étaient pas les seuls à adopter cette approche modulaire. L'Allemagne et la France ont conçu leurs équivalents, le Boxer et le véhicule blindé de combat d'infanterie, suivant des concepts similaires. L'avenir. Conçu d'abord comme véhicule intérimaire, le Stryker est devenu l'une des plateformes les plus adaptables de l'armée américaine et ne disparaîtra pas de sitôt. Ce qui avait commencé comme une solution rapide est discrètement devenu un élément central de la structure des forces de l'armée, avec de nouvelles variantes et améliorations qui continuent d'apparaître bien au-delà des attentes initiales. L'histoire ne s'est pas figée avec la flotte d'origine, elle a continué. Par exemple, la mise à niveau Stryker Aon, qui a commencé à être déployée en 2017, a offert une nouvelle jeunesse à la plateforme. Elle a remplacé le moteur de 350 chevaux par un Caterpillar C9 de 450 chevaux, renforcé la suspension pour plus de 60 000 livres et ajouté un alternateur de 910 ampères pour la demande électrique. Les soldats ont immédiatement remarqué les différences, de meilleures capacités de montée en côte, des trajets plus souples et beaucoup moins de pannes liées à la puissance. Et puis il y a la variante Dragoon M1296, créée en 2018 en réponse aux menaces posées par les véhicules de combat d'infanterie russes. Elle a remplacé la mitrailleuse de calibre 50 par un canon XM 813 de 30 mm dans une tourelle téléopérée avec une M240 coaxiale. Cette configuration permet au Stryker de percer les blindages et d'éliminer des cibles à plus de 2000 mètres. La variante ainsi a été très bien accueillie et, après son déploiement initial, le programme Système d'armes de calibre moyen ou Système d'armes de calibre moyen a commencé à équiper encore plus de Stryker avec différentes tourelles de 30 mm. Ces améliorations ont effectivement fait passer le rôle du Stryker de celui d'un véhicule tout-terrain à une version plus légère d'un véhicule de combat d'infanterie. Et en parlant d'engagement potentiel avec les forces russes, une autre vulnérabilité identifiée concernait les défenses aériennes au niveau tactique. Voici le M-SHORAD, un système de défense aérienne conçu par General Dynamics, Leonardo DRS et Raytheon. Ce système peut contrer missiles de croisière, drones, avions à basse altitude et grande vitesse, ainsi que les hélicoptères. L'armée américaine a commencé à se procurer le système M-SHORAD en avril 2021, et il est désormais monté sur des variantes du M1126. Pourquoi avoir stoppé les missiles ? Le DM-SHORAD va encore plus loin en intégrant un laser de 50 kW. Conçu pour griller les drones, les mortiers et les munitions entrantes, ce système laser représente un véritable bond en avant en termes de capacité. Testé en 2021 et déployé de façon expérimentale en 2022, les Stryker équipés de lasers continuent de se perfectionner mais montrent déjà un potentiel énorme. Un autre avantage majeur est le coût par tir quasi nul. Un seul gallon de diesel peut alimenter des dizaines de tirs, ce qui contraste fortement avec le coût nettement plus élevé de l'utilisation de balles et de missiles pour obtenir le même effet, faisant de ce système une réponse économique aux essaims de drones bon marché. Il existe aussi la version terrestriale Layer System Brigade Combat Team de Lockheed Martin, qui fait du Stryker un nœud mobile de guerre électronique. Doté de capteurs, brouilleurs et appareils d'interception, ces Stryker pouvaient localiser, perturber et leurrer les communications et drones ennemis. Bien qu'il n'y ait pas beaucoup d'informations disponibles sur cette variante, Lockheed Martin affirme qu'elle existe bel et bien, donc voilà. L'armée a aussi testé des protections actives comme Iron Curtain et Strike Shield pour les Stryker. Jusqu'à présent, l'intégration s'est révélée difficile en raison de préoccupations liées à la taille, au poids et à la sécurité. Cependant, l'objectif reste le même, se protéger contre les missiles anti-chars guidés et les lance-roquettes anti-chars grâce à une interception automatisée. Alors que des chars comme l'Abrams sont désormais équipés de systèmes de protection active comme Trophy, l'avenir du système de protection active pour le Stryker réside probablement dans des options légères, peut-être à base de laser, qui sont actuellement en développement. Actuellement, les équipages s'appuient dans chacun sur la conscience de la situation, les manœuvres, le blindage et les fumigènes.
L'armée explore les Strykers hybrides électriques, offrant conduite silencieuse, faible signature thermique et plus de puissance pour des systèmes énergivores comme les lasers, brouilleurs et suites de commandement. Certains Strykers pourraient devenir des véhicules de commandement de drones ou piloter directement des plateformes sans pilote. Un Stryker robotisé en tant qu'équipier, qui effectue des missions de reconnaissance en avant, attire le feu ennemi ou déploie des munitions rôdeuses, n'est pas aussi farfelu que cela en a l'air. Mais encore, nous en savons peu à ce sujet. La variante Stryker Mission Command on the Move, comme on l'appelle désormais, Mission Command on the Move signifiant, dans ce cas Mission Command on the Move, n'a été dévoilée publiquement qu'en octobre 2024, et General Dynamics ne nous en a vraiment pas dit beaucoup à son sujet. Et c'est à peu près tout pour le Stryker. Il était destiné à servir de solution provisoire, une mesure temporaire, un remplaçant en attendant quelque chose de mieux. Pourtant, plus de 20 ans plus tard, le Stryker est toujours en service, modernisé, mieux armé et plus essentiel. Il a combattu dans des déserts et montagnes, survécu à des embuscades et transporté des milliers de soldats dans les zones de combat mondiales. Pas mal pour une boîte à roues, à l'origine assemblée à partir de pièces canadiennes et par nécessité politique. Ce n'est pas parfait, et ça ne sera jamais un char ni ne le prétend. Avec l'évolution du champ de bataille, drones, lasers, guerre électronique, menaces rapides et peu coûteuses, le Stryker s'adapte. Il ne fait pas que survivre au XXIe siècle, il évolue avec lui. Et c'est pourquoi, du taxi de champ de bataille au fourgon de la mort numérique, le Stryker n'est peut-être pas le véhicule le plus tape à l'œil du garage de l'armée, mais il pourrait bien être le plus polyvalent. Tant que le monde continuera de lancer de nouvelles guerres à la porte de l'Amérique, le Stryker continuera d'avancer. Merci d'avoir regardé.